quand j'ai rencontré les parents de ma fiancée pour la première fois, sa mère a souri et a dit « N'est-ce pas que votre petit ami Victor est celui qui est venu hier soir ?» Le sourire de son père s'est effacé. Il a lentement posé son verre. Quand Camille m'a dit que ses parents voulaient enfin me rencontrer, j'ai pensé que c'était bon signe. Nous étions ensemble depuis près de 2 ans, et jusqu'alors, sa famille avait été ce mur invisible qu'elle ne m'avait jamais laissé escalader. Chaque fois que j'abordais le sujet, elle disait des choses comme « ils sont compliqués » ou « ils ont juste des attentes élevées ». Alors, quand elle a suggéré un dîner chez eux, j'ai pris cela comme un progrès, la preuve que notre relation devenait sérieuse. Le jour du dîner, Camille était différente. Elle n'était pas son moi habituel, calme et centrée. Elle a changé de tenue 3 fois, n'arrêtait pas de vérifier son téléphone, et quand je lui ai dit qu'elle était parfaite, elle a souri, mais pas à moi. C'était un de ces sourires que les gens arborent quand ils essaient de se convaincre de quelque chose. Nous avons traversé la ville jusqu'à la maison des Renault, une grande demeure de style colonial dans le quartier tranquille de Verneuil-sur-Oise, le genre d'endroit où les haies sont taillées en rectangle parfait et où chaque fenêtre brille d'une lueur chaude, comme sur une carte postale. J'avais déjà vu des maisons comme celle-là, mais en montant ces marches, sa main tremblante dans la mienne, j'ai eu l'impression d'entrer dans une sorte d'épreuve. À l'intérieur, l'air sentait légèrement le vin rouge et le chêne poli. Son père, Hervé, était grand, sévère, le genre d'homme qui juge les gens à leur poignée de main. Sa mère, Sylvie, était plus douce, bien qu'il y eût une acuité dans son regard qui vous donnait l'impression d'être passée au crible. Elle m'a accueilli chaleureusement, a embrassé Camille sur la joue et a dit quelque chose comme « C'est un plaisir de mettre enfin un visage sur un nom ». Je pensais que les choses se passaient bien. La première demi-heure s'est déroulée comme prévu, des banalités sur le travail, moi en tant qu'ingénieur logiciel, elle en tant que directrice de galerie d'art, les rires polis habituels et un toast au nouveau départ. Mais j'ai remarqué quelque chose. Chaque fois que son téléphone vibrait, la main de Camille tressaillait. Elle le glissait sous la table, jetait un coup d'œil à l'écran et forçait un sourire à reprendre sa place. Ce n'était pas impoli, mais c'était nerveux, comme si elle avait peur de manquer quelque chose. Quand le dîner a été servi, tout semblait bien se passer. Sa mère parlait de leur dernier voyage dans la région de Bordeaux. Son père expliquait une affaire d'investissement dont il était fier. Et moi, je faisais de mon mieux pour avoir l'air d'un homme digne de leur fille. Puis Sylvie s'est tournée vers Camille, la fourchette à la main, et a dit quelque chose qui a glacé l'air dans mes poumons. « Alors, est-ce que Victor nous rejoindra aussi, ma chérie ?» Le son de son nom suivi du sien a retenti comme du verre se brisant sur du carrelage. La fourchette de Camille a cliqueté contre son assiette. Ses yeux se sont tournés vers sa mère, puis vers moi, puis vers son père. Pendant une seconde, personne n'a parlé. Le sourire d'Hervé a légèrement vacillé, et il a lentement reposé son verre de vin. Camille a eu un rire faible, le genre de rire trop léger, trop faux pour tromper qui que ce soit. « Maman, de quoi tu parles ?» a-t-elle dit, mais sa voix tremblait. C'est alors que Sylvie a cligné des yeux, l'air sincèrement confuse. « Eh bien, Victor, l'homme qui est venu hier soir. J'ai supposé que c'était ton petit ami. Il t'a embrassé pour te dire au revoir à la porte. Ai-je dit quelque chose de mal ?» Ces mots sont tombés comme un coup de massue. La salle à manger est devenue complètement silencieuse. Je n'ai pas bougé. Je n'ai même pas respiré. Les yeux d'Hervé se sont plissés. « Hier soir » a-t-il répété doucement, et je pouvais entendre le sang affluer à mes oreilles. Le visage de Camille est devenu pâle. Elle a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti au début. Puis, finalement, c'est juste un collègue, papa. Il a déposé un contrat client. C'est tout. Sylvie a froncé les sourcils. Un collègue ? Eh bien, il semblait très familier. Camille a tourné son regard vers sa mère, trop brusquement pour que ce soit anodin. « Maman, s'il te plaît. » C'est tout ce qu'elle a dit. Mais le ton, la panique sous-jacente, était impossible à ignorer. Son père a regardé d'elle à moi, et je l'ai vu dans ses yeux, le doute, la déception, ce calcul silencieux d'un homme qui réalise qu'on vient peut-être de lui mentir dans sa propre maison. Il n'a rien dit d'autre, a juste repris son verre et a bu comme s'il essayait d'avaler la tension. J'ai souri poliment, faisant semblant d'aller bien. Mais quelque chose à l'intérieur de moi avait déjà commencé à s'effilocher. La mère de ma fiancée venait de me confondre avec un autre homme, et pas à cause d'une photo, mais parce qu'elle l'avait vu embrasser sa fille. J'ai attendu que Camille clarifie les choses,
qu'elle dise qu'il y avait eu un malentendu, peut-être un voisin, une sorte de confusion bizarre, mais elle ne l'a pas fait. Elle a changé de sujet, a essayé de faire une blague, et quand sa mère n'a pas répondu, elle s'est excusée pour aller aux toilettes. Le silence qu'elle a laissé derrière elle était épais. Hervé ne me regardait pas. Sylvie avait l'air désolée mais confuse. J'ai forcé un sourire et j'ai dit quelque chose comme quoi Camille avait probablement déjà mentionné un client de ce nom, juste pour détendre l'atmosphère. Ils ont tous les deux hoché la tête, mais personne n'y a cru. Camille est revenue quelques minutes plus tard, les yeux rouges comme si elle avait pleuré ou peut-être juste les avait frottés trop fort. Le reste du dîner s'est traîné, silencieux et inconfortable. Personne n'a osé mentionner Victor à nouveau. Chaque cliquetis de couvert semblait trop fort. Chaque seconde s'étirait. Au dessert, je ne goûtais plus rien. Je ne faisais que la regarder. Chaque clignement d'yeux, chaque tressaillement, chaque moment où elle évitait mon regard. Quand nous sommes finalement partis, ses parents étaient polis mais distants. Hervé ne m'a pas serré la main. Il a simplement dit « Bonne nuit, Daniel », d'un ton dénué de chaleur. Sylvie a forcé un sourire, mais ses yeux disaient tout autre chose, quelque chose comme de la pitié. Dans la voiture, Camille n'a pas parlé, pas pendant les 10 premières minutes. Le seul son était le ronronnement silencieux des pneus sur la route. Puis, comme un signal, son téléphone a de nouveau vibré. Elle ne l'a pas regardé cette fois. Elle l'a éteint complètement, l'a glissé dans son sac à main et a dit doucement « Ma mère dit toujours ce qu'il ne faut pas », je n'ai pas répondu, non par colère, mais par calcul. Parce que l'image du visage de Sylvie quand elle a mentionné ce baiser avait été trop sincère pour être une erreur. Les mères n'inventent pas des histoires comme ça. Pas à table, pas en rencontrant l'homme qui est censé épouser leur fille. Nous nous sommes garés devant mon immeuble. Elle s'est penchée pour m'embrasser pour me souhaiter bonne nuit, mais quelque chose en moi a hésité. Je l'ai laissé faire, mais il n'y avait aucun sentiment derrière. Elle a dû le remarquer car elle a chuchoté « Tu me crois, n'est-ce pas ?» Je n'ai rien dit, j'ai juste hoché la tête une fois. Puis je l'ai regardée s'éloigner vers sa voiture, sa silhouette éclairée par le lampadaire, petite et nerveuse. Je me suis tourné pour monter, mais en passant devant la cage d'escalier, j'ai entendu quelque chose de faible. Sa voix. Elle était au téléphone, debout près de sa voiture. Le ton était bas, urgent, rien à voir avec celui qu'elle venait d'utiliser avec moi. Il sait, a-t-elle chuchoté, puis une pause. Non, je ne lui ai rien dit. Arrête juste d'appeler pour le moment. Je me suis figé dans les escaliers, la main sur la rampe. L'appel s'est terminé. Elle est montée dans sa voiture et est partie, ses feux arrière disparaissant dans l'obscurité. Cette nuit-là, je suis resté éveillé à regarder le plafond. La voix de sa mère tournait en boucle dans ma tête comme un disque rayé, « N'est-ce pas que votre petit ami Victor est celui qui est venu hier soir ?» Et le murmure de Camille dehors, « Il sait. » Je n'avais pas encore de réponse, mais j'avais quelque chose de mieux, le doute. Et une fois que cette graine a été plantée, elle a commencé à développer des racines plus vite que je ne pouvais l'arrêter. Le matin après ce dîner, Camille m'a envoyé un texto comme si de rien n'était. « J'ai passé une super soirée hier », a-t-elle écrit, ajoutant une émoticône souriante qui semblait mécanique. Elle n'a pas appelé, n'a pas essayé d'expliquer, n'a pas mentionné la question de sa mère ni la façon dont l'expression de son père était passée de la chaleur à un dégoût silencieux. C'était comme si elle avait réécrit toute la soirée dans sa tête et s'attendait à ce que je joue le jeu. J'ai répondu nonchalamment, en convenant que le dîner avait été agréable. Mais à l'intérieur, j'entendais encore son murmure depuis le stationnement, « Il sait. » Au cours de la semaine suivante, le comportement de Camille n'a fait que confirmer ce que mon instinct suspectait déjà. Elle a commencé à rester tard à la galerie plus souvent, prétendant qu'il préparait une exposition majeure. Son téléphone est devenu un membre supplémentaire, jamais laissé sur une table, toujours face cachée, toujours en silencieux. Quand j'entrais dans la pièce, elle le verrouillait automatiquement, comme un réflexe. Je ne voulais pas devenir le genre de personne qui fouille dans le téléphone de son partenaire, mais quelque chose dans le calme qui l'entourait semblait mis en scène, comme si elle jouait le calme au lieu de le vivre. Alors, au lieu de la confronter, j'ai observé. J'ai prêté attention. Un jeudi soir, elle a appelé pour dire qu'elle rentrerait encore tard. L'exposition prend du retard, a-t-elle dit. Je lui ai dit de prendre son temps, mais au lieu de rentrer chez moi, j'ai conduit vers le centre-ville, en direction de la galerie. Je me suis garé de l'autre côté de la rue,
juste assez loin pour ne pas être remarqué. Il était plus de 21 heures. Les lumières à l'intérieur étaient éteintes et le panneau, fermé, était accroché à la fenêtre, mais sa voiture était toujours là. Une berline argentée, la même bosse sur le pare-chocs arrière. Au début, j'ai pensé qu'elle était peut-être à l'intérieur en train de faire de la paperasse. Puis j'ai entendu des rires venant de la ruelle derrière le bâtiment. Je suis sorti de ma voiture et j'ai suivi le son. Là, près du conteneur à ordures et de la porte de chargement, se tenait Camille. Elle était appuyée contre le mur, la tête en arrière, souriant d'une manière que je n'avais pas vue depuis des semaines. À côté d'elle se trouvait un homme, grand, la trentaine, costume élégant, montre chère, le genre d'homme qui n'avait rien à faire près d'une poubelle la nuit. Il avait sa veste sur l'épaule et tenait une cigarette. Quand il la lui a tendue, elle l'a prise comme si elle l'avait déjà fait, comme si cela faisait partie de leur routine. Elle a de nouveau ri à quelque chose qu'il a dit, le poussant sur l'épaule de manière enjouée. Puis elle a fait quelque chose de petit mais d'indubitable, elle a enlevé un morceau de peluche de son col, ses doigts s'attardant plus longtemps qu'il n'aurait dû. Je ne suis pas resté assez longtemps pour en voir plus. J'ai fait demi-tour et je suis parti avant qu'il ne puisse me remarquer. Le trajet du retour semblait irréel. Je n'étais pas en colère, pas encore, juste vide, parce que voir cela confirmait tout ce que j'avais essayé de nier depuis la confession accidentelle de sa mère. Le lendemain, Camille était de nouveau joyeuse, presque trop. Elle a apporté du café à mon bureau et m'a dit à quel point elle était fière de moi de travailler si dur ces derniers temps. Elle a parlé du prochain gala de charité de la galerie et de son désir de m'avoir à ses côtés. Son ton était normal, mais je pouvais sentir la tension sous-jacente, la pression de maintenir un mensonge intact. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste hoché la tête, souri et accepté de venir. Ce soir-là, j'ai reçu un appel inattendu d'Hervé, son père. Sa voix était basse, sérieuse et différente de la politesse formelle qu'il avait montrée auparavant. Il a dit qu'il voulait parler en privé, officieusement. Nous nous sommes rencontrés le lendemain matin dans un petit restaurant sur l'avenue des Platanes. Il était déjà là quand je suis arrivé, sirotant un café noir et ayant l'air de ne pas avoir beaucoup dormi. Il n'a pas perdu de temps en banalité. Il a dit qu'il voulait s'excuser pour la fin du dîner. Il avait été embarrassé par la façon dont Sylvie avait mentionné ce nom, Victor, et a admis que cela le rongeait depuis. Puis il s'est légèrement penché et a dit quelque chose qui a changé la direction de tout. Victor n'est pas nouveau, a-t-il dit. J'ai entendu la sœur de Camille le mentionner l'année dernière. Elle a dit qu'il aidait Camille financièrement après qu'elle a emménagé dans son nouvel appartement. À l'époque, je pensais qu'elle voulait dire qu'il était un client ou un investisseur, mais après ce dîner, je n'en suis plus si sûr. Je lui ai demandé quelle était l'ampleur de cette aide. Hervé a hésité, puis a dit que c'était assez pour que cela dérange sa mère. Il n'a pas donné plus de détails. Il n'en avait pas besoin. J'ai quitté ce restaurant les mains tremblantes. Une aide financière. Un homme que sa famille connaissait. Un baiser dont sa mère avait été témoin. Tout commençait à s'emboîter trop parfaitement. Et ce qui rendait les choses pires, c'était la chronologie. Si sa sœur l'avait mentionné l'année dernière, ce n'était pas une erreur récente. C'était une situation récurrente. Cette nuit-là, je ne pouvais m'empêcher de penser à son apparence dans cette ruelle, insouciante et radieuse, comme si elle était sortie d'un rôle qu'elle détestait jouer. Peut-être que c'était moi, le rôle. Peut-être que j'étais le visage respectable dont elle avait besoin pendant qu'elle menait une double vie derrière les portes de la galerie. Au lieu de la confronter, j'ai décidé de jouer le jeu, prétendre que tout était normal. Si elle voulait jouer la comédie, je lui offrirais un public. Pendant les jours suivants, j'ai agi comme le parfait fiancé, des fleurs livrées à son bureau, des compliments au dîner, des conversations douces sur notre avenir. Chaque mot que je prononçais la détendait un peu plus, la faisait baisser sa garde juste assez. Je voulais qu'elle croie que j'avais enterré mes doutes. Elle a mentionné Victor une fois, nonchalamment, en décrivant un donateur important qui venait au gala. Elle a dit que son entreprise parrainait la moitié de l'événement. Quand elle a prononcé son nom, elle n'a même pas tressailli. C'était comme si elle me testait pour voir si j'allais réagir. Je ne l'ai pas fait. J'ai juste demandé quel genre d'entreprise il dirigeait. Elle a dit la logistique, importation, exportation, rien de spécifique. J'ai su alors qu'elle testait ce que je savais. Le lendemain, j'ai confirmé son mensonge. Une recherche rapide a montré que l'entreprise de Victor était spécialisée dans les acquisitions de luxe, œuvres d'art,
collections rares et transactions à l'étranger. Le même domaine dont dépendait sa galerie, et le nom de famille du propriétaire correspondait à celui imprimé sur l'un des reçus de dons dans le tiroir de notre cuisine. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Non par jalousie, mais à cause de la prise de conscience qu'elle ne se contentait pas de me tromper émotionnellement. Elle était financièrement liée à cet homme. Et quoi qu'il lui donnait, elle était assez intelligente pour le déguiser en termes commerciaux. Quelques nuits avant le gala, je suis de nouveau passé devant son appartement. Cette fois, je ne me suis pas caché. Je me suis garé juste en face de son immeuble et j'ai attendu. Vers 22 heures, une voiture noire s'est arrêtée. Victor en est sorti, a regardé autour de lui, puis s'est dirigé vers sa porte avec l'aisance de quelqu'un qui l'avait fait de nombreuses fois. Il a sonné une fois. Elle a ouvert la porte en peignoir, et elle n'avait pas l'air surprise. Je suis parti avant qu'il ne me voie. Non pas parce que je ne pouvais pas y faire face, mais parce que je voulais que la confrontation se déroule selon mes termes. Dans un endroit où elle ne pourrait pas trouver d'excuses. Dans un endroit où toute son image volerait en éclats d'un seul coup. Quand je suis rentré chez moi, j'ai sorti mon équipement photographique. Je n'avais pas l'intention d'espionner ou de faire du chantage. J'avais juste une idée. Le gala dont elle se vantait serait sa scène, et j'allais mettre la vérité sous les projecteurs. Au moment où j'ai éteint les lumières cette nuit-là, mon plan se dessinait déjà. Ce n'était pas de la vengeance pour ce qu'elle avait fait. C'était une façon de tourner la page sur la version de moi-même qui la croyait. L'homme qu'elle pensait avoir trompé avait disparu. Celui qui prendrait son temps pour faire éclater sa vérité publiquement, cet homme venait de naître. La nuit du gala est arrivée comme une tempête dans laquelle j'attendais d'entrer. Camille parlait de cet événement depuis des semaines, la plus grande vente aux enchères caritatives que sa galerie ait jamais organisée. Ses clients, ses amis et même ses parents y assistaient. Elle avait répété chaque discours, chaque changement de tenue, chaque sourire. En apparence, cela devait être son moment de triomphe. Pour moi, ça allait être sa chute. La galerie elle-même ressemblait à quelque chose sorti d'un magazine. Des lumières ambrées douces, de hauts murs blancs, des plateaux de champagne glissant entre des costumes coûteux. Il y avait de la musique classique en fond sonore, des rires polis dans l'air, et un grand rideau rouge près du fond cachant ce qui était censé être la pièce maîtresse de la soirée, le chef-d'œuvre de commissariat de Camille. Elle m'a repéré presque immédiatement quand je suis entré. Elle était magnifique, bien sûr, dans une robe noire élégante et des boucles d'oreilles en diamant que, maintenant que j'y pense, je ne l'avais jamais vue acheter. Elle a couru vers moi, m'a embrassé sur la joue et m'a remercié d'être venue. Son ton était léger, mais ses yeux étaient prudents, scrutateurs. Je pense qu'elle était surprise que je sois venu. J'ai souri et je lui ai tendu une petite boîte emballée. À l'intérieur, ai-je dit, se trouve ma contribution personnelle à l'exposition. Elle a souri, soulagée que je joue à nouveau le fiancé compréhensif, et a dit à l'un des assistants de l'exposer sous le rideau rouge avec les autres œuvres centrales. Elle n'a même pas regardé à l'intérieur. Bien. C'était le plan. Tout au long de la soirée, j'ai discuté avec ses parents, j'ai observé la façon dont son père évitait son regard et j'ai écouté les tentatives de Sylvie pour maintenir la conversation civile. Ils n'ont pas mentionné Victor ni le dîner désastreux, mais leur tension était palpable, comme s'ils savaient que quelque chose n'allait pas. Et puis je l'ai vu. Victor. Il est entré en retard, confiant, entouré de 2 associés. Grand, suffisant, cher. Il portait ce genre d'arrogance que l'on acquiert qu'en s'en sortant impunément pendant longtemps. Au moment où Camille l'a vu, elle s'est figée une demi-seconde avant de retrouver son sang-froid. Elle n'est pas allée le saluer immédiatement, mais tout son langage corporel a changé. Ses épaules se sont raidies. Son rire est devenu plus fort, plus forcé, comme si elle était consciente de chaque regard. Il s'est approché d'elle nonchalamment, comme quelqu'un qui a l'habitude d'être bien accueilli. Elle s'est finalement tournée, a souri trop largement et l'a présenté à quelques donateurs. La façon dont ils se regardaient n'était pas professionnelle. C'était la façon dont les gens se regardent quand ils essaient de ne pas se toucher en public. Les heures se sont écoulées jusqu'au début de la vente aux enchères. Camille est montée sur scène pour prononcer son discours, parfaitement poli, chaque mot répété. Elle a parlé d'art, de philanthropie et de gratitude. Ses parents ont applaudi poliment. Victor a applaudi plus fort. Puis elle a souri et a fait un geste vers le rideau rouge derrière elle, annonçant la dernière pièce surprise, offerte anonymement par un ami personnel de la galerie. Le rideau est tombé,
Les lumières ont frappé le cadre, et la salle est devenue silencieuse. Sur la toile se trouvait une grande photo imprimée, un arrêt sur image d'une caméra de surveillance montrant Camille debout sur le porche de notre appartement. Les cheveux en désordre, la veste à moitié glissée de son épaule, embrassant Victor sous la lueur jaune de la lumière du porche. On pouvait entendre le souffle collectif parcourir les invités. Quelqu'un a laissé tomber son verre. La main de Sylvie s'est portée à sa bouche. Le visage d'Hervé est devenu gris-pierre. Camille s'est figée sur place. Pendant plusieurs secondes, elle n'a même pas respiré. Puis elle a trébuché loin du pupitre, marmonnant quelque chose à propos d'une confusion et de vandalisme. Mais l'image était claire, horodatée. Indéniable. Les gens ont commencé à chuchoter. Des téléphones se sont levés, prenant des photos. Les associés de Victor se sont lentement éloignés de lui comme si sa réputation était contagieuse. Camille a finalement atteint le cadre et a essayé de l'arracher, mais les crochets ont tenu bon. Elle s'est tournée vers moi. Nos regards se sont croisés à travers la pièce. Ce regard, ce n'était pas de la culpabilité. C'était de la terreur. Je n'ai pas dit un mot. J'ai simplement hoché la tête une fois, la plus petite des reconnaissances, puis je me suis retourné et je suis sorti à travers la foule. Pas de cris, pas de confrontation, juste un silence qui en disait plus long que tout ce que j'aurais pu dire. Au moment où j'ai atteint la rue, je pouvais déjà entendre des voix s'élever à l'intérieur. Le ton frénétique de Camille. Hervé criant quelque chose. Le chaos d'une vie parfaite s'effondrant en public. Le lendemain, mon téléphone a explosé d'appels manqués, de messages et de courriels. Le nom de Camille est apparu encore et encore, non lu. Je n'ai pas répondu. Ce soir-là, elle s'est présentée à mon appartement. Son maquillage était maculé. Sa robe de la veille était froissée, les yeux gonflés par les larmes. Elle a continué à frapper jusqu'à ce que j'ouvre la porte. Elle a commencé par des excuses. Elle était seule, confuse, sous pression. Elle a prétendu que Victor l'avait manipulée, que c'était une erreur qui ne signifiait rien. Elle a dit qu'elle m'aimait toujours. Je l'ai laissée parler. Elle s'effondrait rapidement, désespérée de recoller quelque chose qui était déjà en cendres. Quand elle a finalement arrêté, j'ai posé une question. Depuis combien de temps ça durait? Elle a hésité, puis a dit, environ 1 an. C'était tout ce dont j'avais besoin. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas juré. Je lui ai juste dit de partir. Elle m'a supplié de ne pas ruiner sa carrière, qu'elle pourrait réparer la réputation de la galerie si je l'aidais à gérer la crise. J'ai ri, non par cruauté, mais par incrédulité. L'arrogance de penser encore que je faisais partie de son plan de sauvetage. Après son départ, je suis resté assis en silence pendant un long moment. Je pensais que c'était fini, mais le destin n'avait pas fini de remuer le couteau dans la plaie. 3 jours plus tard, j'ai reçu un colis au travail. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une enveloppe Kraft remplie de documents financiers, relevés bancaires, virements, factures de l'entreprise de Victor à la galerie de Camille marquée, service de conseil. Les sommes étaient absurdes, des dizaines de milliers d'euros. Certaines étaient étiquetées, consultation pour acquisition privée. D'autres n'avaient aucune description. Il n'a pas fallu longtemps pour comprendre. Victor n'était pas seulement son amant. Il la payait, déguisant l'affaire en relation professionnelle. Il était son sponsor, son bailleur de fonds silencieux, son filet de sécurité. Je ne savais pas qui avait envoyé l'enveloppe. Peut-être un des associés de Victor qui voulait se protéger. Peut-être Hervé, peut-être Sylvie. Mais qui que ce soit, on venait de me donner la pièce manquante du puzzle. Le lendemain matin, l'histoire était partout dans les cercles artistiques locaux. Scandale à la galerie, liaison de la directrice exposée au gala de charité. Des photos de l'événement avaient fuité. Le cadre, les visages, le chaos, tout était désormais public. L'entreprise de Victor a suspendu son parrainage. Sa femme a demandé le divorce en 1 semaine. Le conseil d'administration de son entreprise a ouvert une enquête interne. La galerie de Camille a fermé temporairement, mais tout le monde savait ce que cela signifiait. Je ne lui ai plus parlé. Je n'en avais pas besoin. J'avais déjà tout dit avec cette photographie. Parfois, la vengeance n'a pas besoin de mots. Elle a juste besoin d'un moment, un moment qui capte l'attention de tous. Mais même alors, il y avait encore un étrange vide en moi.
Je pensais qu'exposer sa trahison serait une victoire. Au lieu de cela, j'ai ressenti le silence après une tempête. Calme, mais hanté. Pourtant, je savais une chose. Elle avait construit son monde sur la tromperie. Et je lui avais enlevé la seule chose qui le maintenait en place, le contrôle. Et ça, j'ai réalisé, c'était le seul point final dont j'aurais jamais besoin. Le scandale ne s'est pas estompé. Il a explosé et a laissé un cratère. En 48 heures, tout le monde dans le cercle professionnel de Camille avait entendu parler de l'incident du gala. La photo d'elle et de Victor s'est propagée sur les forums d'art, les blogs à potins et les réseaux sociaux plus rapidement que n'importe quel communiqué de presse de sa galerie n'avait jamais réussi à le faire. Son nom, autrefois lié à un succès grandissant, était maintenant traîné dans les sections de commentaires à côté de mots comme « liaison »,« détournement de fonds » et « financement frauduleux ». J'ai essayé de rester en dehors de ça. Je n'ai pas répondu aux appels des journalistes et j'ai ignoré les messages des amis qui voulaient le fin mot de l'histoire, mais cela n'avait pas d'importance. L'histoire a grandi d'elle-même. Ses parents ont publié une courte déclaration publique disant qu'ils étaient profondément déçus par les événements récents, ce qui n'a fait que confirmer que les rumeurs étaient vraies. Camille m'a appelé plusieurs fois par jour pendant une semaine entière. Quand je ne décrochais pas, elle est passée à de longs courriels émotionnels qui remplissaient ma boîte de réception d'excuses, d'explications et parfois de menaces. Un matin, elle a écrit que si je ne lui parlais pas, elle rendrait la vérité publique. Mais elle n'a jamais dit de quelle vérité elle parlait. Peut-être voulait-elle me faire peur. Ou peut-être bluffait-elle. Quoi qu'il en soit, je m'en fichais. La vérité était déjà connue. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel d'Hervé. Il a demandé à me revoir, et cette fois son ton était différent. Pas désolé, pas en colère, juste fatigué. Nous nous sommes rencontrés au même restaurant qu'auparavant. Il semblait plus petit, comme si le scandale lui avait physiquement enlevé quelque chose. Il m'a remercié d'être resté civil à travers le chaos et a dit qu'il comprenait pourquoi j'avais fait ce que j'avais fait, bien qu'il aurait souhaité que je gère cela en privé. Je lui ai demandé s'il avait été au courant de l'argent que Victor injectait dans la galerie de Camille. Il n'a pas répondu directement, mais le silence en disait assez. Après une longue pause, il a admis que Camille avait toujours été attirée par les raccourcis, qu'elle ne s'était jamais contentée de gagner les choses lentement. Ses parents l'avaient couverte auparavant aplanie de petits scandales, de petites dettes, de petites tromperies. Mais cette fois, a-t-il dit doucement, nous ne pouvons pas nettoyer ça. Il m'a dit qu'ils lui avaient entièrement retiré leur soutien financier. Ils vendaient leur maison de vacances pour couvrir les dettes impayées de la galerie, puisque le nom de leur famille était lié. Puis il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Si elle t'appelle à nouveau, ne réponds pas, laisse-la éteindre son propre incendie. Cette nuit-là, Camille s'est de nouveau présentée à mon immeuble. Je l'ai vue de la fenêtre avant même qu'elle ne sonne, debout près de sa voiture, enveloppée dans un manteau, les cheveux en désordre à cause du vent. Elle ressemblait à quelqu'un qui n'avait pas dormi depuis des jours. Contre toute attente, j'ai ouvert la porte et je l'ai laissée monter. Elle s'est assise sur le canapé sans demander, les yeux parcourant la pièce comme si elle s'attendait à y voir encore des traces d'elle. Tout est parti, a-t-elle dit finalement. La galerie, mes comptes, mon travail. Ils pensent tous que j'ai volé les dons. La femme de Victor a posté cette photo de nous sur la page de son entreprise. Mes parents ne veulent même plus me parler. Je n'ai pas répondu. Je me suis contenté de la regarder. Elle a continué, a dit que Victor l'avait complètement coupé des ponts, bloqué son numéro et quitté le pays pour éviter l'enquête que son conseil d'administration menait. Les transferts d'argent entre leurs entreprises étaient en cours d'audit, et elle était traitée comme une criminelle. Sa voix s'est brisée quand elle l'a dit. Je n'ai rien volé, Daniel. Il s'est servi de moi. Je pouvais presque croire cette partie. Victor avait toujours eu l'air d'un homme qui n'investissait que dans les gens qu'il pouvait posséder. Mais je savais aussi que Camille n'était pas innocente. Elle avait construit la scène elle-même et était montée sous les projecteurs de son plein gré. Quand elle a réalisé que je n'allais pas la consoler, elle a changé de ton. Tu pourrais m'aider, a-t-elle dit doucement. Tu pourrais leur dire que tu étais au courant des dons, que ce n'était pas personnel, juste des affaires. Tu me sauverais. J'ai failli rire. La femme qui m'avait trahi, menti à ses parents, s'était humiliée publiquement et avait accepté l'argent de son amant, me demandait maintenant de sauver sa réputation. L'audace était presque admirable. Je lui ai dit que je ne pouvais pas,
non pas parce que je voulais me venger, elle devait faire face à ce qu'elle avait créé. Elle est partie sans un autre mot, claquant la porte assez fort pour faire trembler les murs. La semaine suivante, Camille a officiellement démissionné de son poste de directrice de la galerie. Les donateurs ont exigé une restitution. Le conseil d'administration a déposé une plainte civile. La femme de Victor a demandé le divorce et a divulgué à la presse des captures d'écran de virements bancaires et de courriels, prouvant que la liaison avait commencé bien avant que quiconque ne le soupçonne. Le nom de Camille est devenu radioactif dans le milieu de l'art. Aucune galerie ne voulait l'embaucher. Aucun collectionneur ne voulait acheter chez elle. Elle a essayé de se reconvertir en tant qu'indépendante, vendant des services de conseil en ligne, mais le scandale la suivait comme une ombre. 2 mois plus tard, j'ai appris qu'elle avait quitté la ville. Certains disaient qu'elle était partie vivre avec une amie à Brest. D'autres disaient qu'elle travaillait dans un petit magasin d'artisanat sous un faux nom de famille. Je n'ai rien vérifié. La curiosité s'était éteinte. Quant à Victor, sa chute a été plus brutale. Le règlement du divorce lui a coûté presque tout. Le conseil d'administration de son entreprise a voté pour le démettre de ses fonctions de président-directeur général. Lorsque l'audit s'est terminé, il s'est avéré que certains des fonds de conseil qu'il avait versés à Camille provenaient d'un fonds d'investissement commun, ce qui a déclenché une enquête financière à grande échelle. Il n'a pas été inculpé au pénal, mais sa carrière s'est terminée discrètement. Pendant ce temps, la vie autour de moi a commencé à se normaliser. J'ai vendu l'appartement que nous avions partagé et j'ai déménagé dans un plus petit en périphérie de la ville. Il ne s'agissait pas de fuir. Il s'agissait de recommencer quelque part qui ne sentait pas son parfum ou ne portait pas l'écho de ses mensonges. J'ai continué à travailler, j'ai évité les commérages et j'ai refusé toutes les offres de raconter ma version de l'histoire. Cela n'avait plus d'importance. La vérité était déjà évidente. Quelques mois plus tard, je suis allé à une nouvelle exposition d'art au centre-ville. Elle était organisée par une autre galerie, plus petite, plus humble, mais dirigée par des gens honnêtes. Je n'étais pas là pour ressasser le passé. Je voulais juste revoir à quoi ressemblait l'honnêteté dans l'art. Dans la dernière salle, nichée entre des œuvres abstraites et des sculptures silencieuses, j'ai vu une photographie qui m'a glacé le sang. C'était une réimpression de ma vieille photo du gala, celle de Camille et Victor sur le porche. Mais cette fois, l'image avait été modifiée, recadrée de manière serrée, de sorte que seules les faibles silhouettes restaient sous la lumière. Le titre en dessous disait « Révélation » et en dessous, en petites lettres, dont anonyme. Je suis resté là longtemps, à la regarder. Je n'ai ressenti ni colère ni triomphe, juste une étrange quiétude, pure. Quiconque l'avait placée la connaissait l'histoire derrière elle, mais personne d'autre dans cette salle ne la connaissait. Pour eux, c'était juste une photo obsédante sur les secrets. Pour moi, c'était le point final. En partant, le directeur de la galerie m'a remercié d'être venu et a dit quelque chose sur le fait que l'art a une façon de transformer la douleur en permanence. J'ai hoché la tête parce qu'il avait raison. Dehors, l'air du soir était frais et calme. Le chaos avait disparu. Le bruit de la trahison, de l'humiliation et de la vengeance s'était enfin calmé. Ce qui restait n'était pas de l'amertume. C'était la paix, dépouillée de toute illusion. Camille s'était détruite en poursuivant quelque chose qu'elle ne pourrait jamais garder. Victor avait acheté le pouvoir pour ensuite perdre tout ce qu'il pouvait acheter. Ses parents avaient appris le véritable coup de la complaisance. Et moi, j'avais appris que la vengeance la plus satisfaisante n'est ni bruyante ni cruelle. C'est simplement de s'éloigner pendant que le monde regarde les personnes qui vous ont fait du tort s'effondrer d'elles-mêmes. Je ne l'ai plus jamais revue. Et pour la première fois en 2 ans, je n'en avais pas envie.